Bonjour à tous. Bon, on a eu un petit souci avec ce début de live, mais nous allons être rejoints par Sarah qui est sophrologue et qui va nous donner énormément d'informations puisqu'aujourd'hui, le sujet, c'est le burn-out. Alors voilà, on est... C'est bon, on a eu un petit problème, mais c'est les aléas du direct, voilà. La prochaine fois, je vais faire un tuto sur comment garder son calme quand ton live bug. Exactement. En plus, je te voyais parler et puis j'envoyais des demandes, mais il me mettait Bon. tu sais, le bandeau rouge là, sur Instagram, demande non envoyé. Enfin bref, les joies du direct. Bonsoir, rebonsoir à tous. Bonjour à de Rebonsoir. nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Oui, exactement. Est-ce que ça te dérange de te représenter rapidement pour les gens qui nous rejoignent en cours? Non, avec plaisir. Du coup, donc je suis Sarah. J'ai longtemps travaillé dans le monde de la banque et la finance, 7 ans très exactement. Je suis pas de nature très stressée. Par contre, j'ai remarqué que la plupart des personnes, surtout dans ce milieu-là autour de moi, si. Et pendant la période du Covid, du coup, je me suis spécialisée dans la sophrologie. Donc, c'est une technique de respiration. On va pouvoir en parler. Et je me suis développée. Je l'ai fait d'abord pour moi, par curiosité. Et en fait, petit à petit, le projet a pris forme et j'ai quitté mon job vendredi pour me lancer pleinement. Donc aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui vivent voilà, un état d'anxiété ou de stress par rapport à leur travail. Plus spécifiquement, je m'intéresse à la problématique du bien-être au travail. Voilà, très rapidement. Super. Merci pour le coup de cœur. Alors, Sarah, j'ai une première question à te poser parce que est-ce que tu crois qu'on pourrait redéfinir ensemble un petit peu ce qu'est le burn-out? Parce que j'ai l'impression que dans les gens qui nous suivent, mais je dirais aussi pour le commun des mortels, on a tendance à associer un peu vite l'expression burn-out à toute forme de souffrance au travail. Est-ce qu'on peut rappeler ensemble, alors peut-être que je te laisse commencer et puis je compléterai éventuellement, les spécificités du burn-out, par exemple, par rapport au stress au travail, voilà. En quoi c'est un syndrome à part entière? Je vais en parler deux mots. C'est un peu la page 404. Ça répond plus. Voilà, très rapidement, ça répond plus, ça bug, tu essayes de relancer, mais c'est toujours la page 404 qui apparaît. Plus sérieusement, ce que ça veut dire qu'en fait, c'est un état que la personne atteint au moment où elle a déjà passé, et ça, c'est très important, on en parlera, plusieurs phases. Donc, il y a eu la première phase de petite tension, puis de fatigue. Et avant le burn-out, il y a normalement pas mal de signaux qui sont là pour prévenir un état d'épuisement. Et le burn-out en français, c'est épuisement professionnel. D'accord. Ça se manifeste par, donc chaque cas est particulier, mais globalement, des troubles du sommeil, des troubles de l'attention, de façon très très concrète. C'est je ne sais plus quoi dire, j'ai oublié ce qu'il vient de me raconter, je pense un peu à tout, mais en fait, j'arrive pas à me concentrer sur ce que je dois faire. Euh, Tout prend une charge incommensurable en fait dans ma tête. C'est-à-dire qu'on me demande d'écrire 3 lignes et en fait j'ai l'impression que c'est la fin du monde, qu'on me demande trop de choses. Je suis très à fleur de peau, je peux pleurer ou alors m'énerver, je suis beaucoup plus irritable. Donc ce sont des comportements qui habituellement dans un état, je dirais, de croisière quand on est en vacances, Ouais. ne se produisent pas. Ok. Voilà. Alors moi j'ajouterais parce que tu nous as beaucoup parlé des symptômes. Pour ce qui cause ce fameux burn-out, hein, parce que évidemment ça n'arrive pas par hasard. Déjà c'est un syndrome d'épuisement professionnel, donc bien évidemment c'est lié au travail, mais c'est surtout lié à une surcharge de travail, cette souffrance-là. Elle est liée au fait justement de pas réussir à faire face à cette surcharge de travail. Donc c'est pas une situation de harcèlement, enfin en tout cas à la base on n'est pas dans une réaction, par exemple, un comportement agressif. Le burn-out, hein, ça va bien de brûler et comment dire, ça donne même un peu, voilà, cette idée d'être brûlé, presque d'être cramé par le travail. C'est vous avez tiré trop longtemps sur la corde, vous avez serré les dents trop longtemps, vous n'arrivez plus
désormais à faire face à cette surcharge de travail et ça vient considérablement impacter à la fois votre santé physique et votre santé mentale. Tu en as très bien parlé, voilà, en parlant de troubles de sommeil, troubles de l'anxiété. Alors, il y a aussi troubles de l'appétit parfois, mais ça peut être des troubles dans un sens ou dans l'autre, hein. Ça peut être à la fois la perte de l'appétit ou justement le fait de manger compulsivement pour tenter de compenser. Bon, maintenant qu'on a recontextualisé ce burn-out, est-ce que ça te dit qu'on aborde ensemble alors des syndromes qui sont assez voisins du burn-out et qui pourtant sont différents? Parce que évidemment, plus on avance, plus on étudie les phénomènes liés à la souffrance au travail, plus évidemment les phénomènes prennent de la nuance, ont le mérite d'être nommés, d'être identifiés et donc de pouvoir être mieux combattus. Alors, moi j'en connais surtout trois, je ne sais pas si tu en connais d'autres, mais il y a à côté du burn-out donc le bore-out, le brown-out et le blur-out. Est-ce que ça te dit qu'on les définisse ensemble? Mais bon, on va les définir rapidement, mais c'est vraiment pour vous expliquer un petit peu la différence avec le burn-out. Alors, moi, si tu veux, je commence avec le bore-out. Donc, le bore-out, c'est l'état de souffrance, donc lié évidemment donc à votre activité professionnelle, mais c'est un état de souffrance qui est tiré de l'ennui tiré de votre travail. C'est-à-dire qu'en fait, on vous confie des tâches qui sont tellement sans intérêt. Alors ça peut être en deçà de vos compétences. C'est par exemple le cas où les gens sont un petit peu placardisés et donc finalement n'ont pas cette possibilité de se challenger, de s'épanouir dans le travail. Eh bien voilà, ça crée un ennui, mais presque un ennui mortel. Alors c'est pas forcément la panacée, hein, parce qu'on pourrait croire que justement le fait de ne pas être surchargé de travail, mais finalement de quoi se plaignent les gens? Eh bien au contraire en fait, ça peut créer une souffrance équivalente à celle d'une surcharge au travail, par exemple. Donc avec de la même manière, eh bien des douleurs chroniques, une fatigue qui s'installe, une dépression, parfois des états suicidaires aussi, parce que bah, bien évidemment, ça vient aussi entamer la confiance en soi. Donc voilà, très brièvement pour le bore-out. Si jamais ça intéresse certains d'entre vous, je vous invite à aller sur mon profil Instagram parce que j'ai abordé ces sujets dans des posts distincts qui abordent un petit peu les symptômes, etc. À la fois pour le bore-out, pour le blur-out et pour le brown-out. Sarah, est-ce que ça te dit de t'attaquer au blur-out? Alors, le burn-out, c'est le petit dernier, je pense. C'est Ok. celui qui, en fait, ce qui est, petite parenthèse, ce qui est assez impressionnant, c'est que autant le burn-out, il me semble que le mot existe depuis les années 60-70, quand les ordinateurs ont commencé à remplacer les humains et que du coup le travail est devenu beaucoup moins matériel. Autant après, sur les années 2000 et avec le bouquin qui est assez connu des Bullshit Jobs et compagnie, en fait, on a chaque année un nouveau mot qui sort. Et on a même après des combinaisons où on peut dire bah, je suis atteint du BBB, atteint des trois, ce qui est complètement possible aussi, mais bon. En tout cas, pour le blur out, donc c'est le petit dernier, c'est celui qui est apparu, enfin, qui s'est énormément manifesté en tout cas sur la période Covid. Ça veut dire qu'on ne fait plus la différence entre vie professionnelle et vie personnelle, tellement les deux se confondent. Et donc, on est dans une hyper disponibilité. Ça veut dire qu'on est disponible à tout moment. On va checker ses mails avant de dormir, dès qu'on se lève le matin, quand on part en vacances. Et donc, la vie n'est plus structurée par des moments travail, des moments à la maison, des moments loisirs. Ce qui fait que bah, ça aboutit à un état de blur out. Je ne sais plus. Blur, donc brouillé. Je ne sais plus ce qui est du ressort de la vie professionnelle ou de la vie personnelle. Je mélange les deux. Je réponds à des mails à table. Enfin, en fait, en gros, les deux vies se mélangent. D'accord. Et alors, donc moi, je terminerai avec le brown out. Alors, le brown out, ça peut être attaché à une expression qu'on connaît pas mal, hein, qui est celle de la perte de sens, c'est-à-dire le fait de faire un travail qui n'est pas en accord avec vos valeurs, ou en tout cas dans lequel vous vous sentez un petit peu sous-exploité, enfin en tout cas à côté de ce que vous êtes. Et c'est un non-alignement de valeurs. Ça peut être aussi l'impression de servir oui, voilà, une entreprise qui va à l'encontre de vos valeurs. Voilà.
En gros, le burn-out, c'est la perte de sens. Et là aussi, ça crée de la souffrance. Et en fait, c'est assez difficile à détecter, hein, puisque la perte de sens, a priori, on n'est pas forcément très alerté sur le fait que ça puisse, de la même manière qu'une surcharge de travail, de la même manière qu'un ennui au travail, venir grignoter comme ça votre santé et laisser des séquelles qui peuvent être dramatiques. Donc surtout, voilà, là, on vous parle de ces syndromes de manière assez concise, hein, de manière extrêmement synthétique. Mais si vous avez l'impression que ça résonne en vous, que vous avez identifié l'un de ces syndromes peut-être chez vous, même des formes assez légères, hein, des formes assez primitives, n'hésitez pas à vous renseigner. Et surtout à vous rapprocher, bien soit de votre médecin généraliste, soit d'un médecin du travail, parce que bah, malheureusement, dans des formes, je dirais, un peu plus aggravées, ça peut faire extrêmement de dégâts. Bon, maintenant, on va se recentrer sur le burn-out. Alors, tu nous en as parlé un tout petit peu. Quels sont selon toi les syndromes, je dirais, classiques du burn-out, à la fois sur les syndromes physiques et les syndromes psychologiques? Je parle de syndrome classique, hein, parce que j'imagine aussi que selon les personnes, ça se manifeste pas toujours de la même manière. Je vais, ouais, je vais décomposer comme tu l'as proposé, syndrome physique et syndrome psychologique. Syndrome physique, en fait, ça va affecter tout notre rapport à la vie quotidienne, l'alimentation, donc soit suralimentation, soit sous-alimentation, tout dépend de la personne. Le rapport au sommeil, soit on dort beaucoup pour ne pas se réveiller entre guillemets, ou alors pas assez parce qu'on n'arrive pas à s'endormir. Euh, Rapports sociaux aussi. Tendance à l'enfermement ou au contraire sortir un maximum pour pouvoir évacuer tout le stress au travail. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Et puis en fait, il y a, dans le burn-out plus spécifiquement, il y a aussi cet aspect de je continue quand même de bosser. Comme j'ai toujours l'image en fait voilà, du hamster dans sa rue qui veut quand même continuer à travailler, qui mouline, mais qui n'avance pas forcément. Parce que Mm. plein de raisons qu'on a déjà citées, manque de concentration, les idées qui sont brouillées, des pensées parasites toute la journée, des ruminations. Donc voilà, sur tous les aspects physiques, et ça peut en fait affecter euh, l'ensemble du quotidien de la personne, du réveil jusqu'au sommeil, au-delà de la vie professionnelle, donc au-delà du bureau. Ça va au-delà du bureau physique. Euh, D'accord. Ok. Sur les Ok. aspects plus émotionnels, donc beaucoup plus d'irritabilité, une fatigue très intense, ou au contraire une surexcitation. Ça peut être soit se couper totalement de ses émotions, soit au contraire devenir très irritable et très à fleur de peau. Donc tout dépend de la personne. Mais ce qui est assez, je trouve, ce qui est très impressionnant dans tout ce que je viens de dire, c'est qu'à chaque fois, on a deux extrêmes. Donc soit c'est trop, soit c'est trop peu. Ce qui fait qu'en fait, la personne qui est en train de vivre un burn-out sort complètement de son équilibre habituel. L'équilibre habituel étant bah, d'avoir une vie entre guillemets normale, aller travailler, sortir avec les collègues ou des amis, et puis ensuite rentrer le soir, repas, famille, etc. Oui, parce que ça peut entraîner aussi une désociabilisation. Assez souvent. La fatigue peut aussi entraîner une désociabilisation. En fait, c'est un état qui n'est pas un état sain ni pour le corps ni pour l'esprit. Donc ça, c'est l'état de, disons, d'épuisement. Donc c'est la phase 4. Mais avant, il y a quand même trois phases d'alerte qui sont bah, le stress qui commence à monter. Puis ensuite, quand il y a le stress, il y a résiste. Donc, on va continuer à travailler et puis on se sent fort. Et du coup, on va même aller proposer de donner plus. Et après, il y a la phase de grande fatigue avant la phase d'épuisement. Donc, en fait, il y a trois phases et à chaque fois, il y a des signaux qui font des appels de phare pour dire stop, parce que quand même, le corps est bien fait et le corps s'autorégule. Donc, quand le corps a besoin de couper, bah, ça s'appelle un burn-out et malheureusement, c'est le jour où malheureusement la personne ne se lève plus de son lit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que oui, souvent, quand on ne s'écoute pas assez en amont, le jour où il y a le fameux déclic, en fait, en vérité, c'est pas forcément un déclic, c'est plutôt le corps qui envoie un signal tellement fort qu'on ne peut plus l'ignorer, alors que jusque-là, c'était des signaux qu'on écoutait plus tout à fait.
Exactement. Et c'est tout l'objet, en fait, je pense, de notre live, et en tout cas du message que je veux communiquer ce soir. C'est l'ensemble d'indices qui viennent avant le burn-out sont aussi importants que la phase d'arrêt. Et en fait, je me pose souvent la question de la poule et de l'œuf. C'est est-ce qu'il est possible de prévenir un burn-out, en fait, réellement? Hmm. Finalement, on ne diagnostique un burn-out qu'une fois qu'il est là. Oui, donc une fois que la phase la plus avancée est là, est présente, ouais. Ouais. Et là, petite parenthèse perso. Donc personnellement, je n'ai jamais vécu de burn-out, mais je pense en avoir évité trois. Je pense avoir évité deux burns et un brown. Ah oui. A posteriori, quand je Ouais. rentre dans une analyse en me disant ah oui, en fait, c'est ça. À mon avis, j'étais dans la phase 3 juste avant, sauf que bah, un coup j'ai démissionné, un coup j'ai changé de projet, un coup j'ai changé de géographie. Mais tout ça, bah, là on en arrive, je pense, au moment où on se dit quelles sont les clés pour prévenir les burn-out. Donc moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'il est possible de prévenir les burn-out. Oui. Ah bah après, bon, c'est aussi l'objet de la législation sociale du Code du travail, justement, d'imposer à l'employeur. Alors là, je parle plus des salariés que des entrepreneurs, parce que le sujet du burn-out des entrepreneurs est un sujet, je dirais, presque à part entière. Mais c'est sûr que les burn-out des salariés, de toute façon, l'employeur a des obligations en termes de prévention des atteintes à la santé physique et morale des salariés, de protection, c'est-à-dire prévention avant, protection après. Il doit prendre des mesures, donc ça passe par des consultations près de la médecine du travail. C'est faire remonter aussi les cas auprès du CSE quand il y a des choses, des réaménagements de poste. Enfin ensuite, voilà, l'employeur ne peut pas ignorer ces cas-là. Et donc s'il est alerté, il doit prendre des mesures, hein, bien entendu. Oui, Mais mais c'est sûr que oui, dis-moi, pardon. ce qui est très complexe en fait dans les entreprises, c'est que effectivement l'employeur doit mettre à la disposition de ses salariés un environnement de travail sain et toutes les mesures nécessaires pour que le salarié remonte l'alerte. Sauf que on est dans un monde du travail où tout est aseptisé. Il est assez rare qu'un salarié remonte un problème avant son arrêt maladie. Donc Oui, ça déjà, et puis il faut qu'il ait lui-même conscience de son état, qu'il l'accepte et puis qu'il ait le courage déjà aussi de l'annoncer, hein, puisque c'est parfois, enfin parfois, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de salariés qui sont dans un sentiment de honte, de culpabilité, de se dire mais finalement tout le monde tient le rythme et moi je suis le fragile du groupe qui n'arrive pas à tenir alors que les autres arrivent à tenir la cadence. Est-ce que j'ai le droit de me mettre en arrêt maladie? Parce que ça c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent. Ah là là, si je suis en arrêt maladie, je fais un sale coup à mon employeur. Et puis si je me mets en arrêt maladie, les autres, par exemple les autres salariés de mon équipe vont avoir encore plus de travail. Ou alors même quand je vais revenir d'arrêt maladie, ça va être encore plus l'enfer parce que le travail va continuer à s'accumuler. Donc finalement, c'est ça aussi, c'est que on n'imagine même pas forcément avoir le droit de prendre cette issue de secours à un moment. c'est vrai. On a eu deux réactions. Alors, on a eu From the Sun totalement dans la phase d'épuisement. Oula, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, tu m'envoies un petit DM pour Oui, oui, oui. pas facile d'en parler en semaine plus un quand ça nous arrive, non. En fait, c'est pour ça que je trouve, par contre, chose positive, c'est que en tout cas dans certaines entreprises où voilà, cet aspect bien-être au travail est assez développé, les managers sont de plus en plus formés aux signaux. Ça peut être par exemple des mails disant bah là j'ai trop de charges. Ou alors des remontées pendant les réunions d'équipe, disons là, j'arrive pas à m'en sortir, j'ai bossé jusqu'à minuit jeudi dernier, c'est un peu beaucoup. Donc tout ça, c'est des signaux en fait d'alerte qui sont pas forcément de l'ordre de la catastrophe, mais qu'il faut pouvoir écouter parce que s'ils se répètent, on peut se demander qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Exactement, on Oui. a peur du retour après. Ah oui. Bah, en fait, le burn-out, effectivement, ce qui est très difficile, c'est gérer la sortie et ensuite gérer à nouveau la réintégration. On Effectivement. va, oui, tout à fait. On va en parler justement de cette réintégration de l'après. Ça vient des sujets. Le sujet va être abordé. Alors, toi, avec justement les outils qui sont les tiens, donc ton outil c'est la sophrologie, comment tu peux aider les gens justement à surmonter cette souffrance liée au burn-out? Depuis le début de ce live, en fait, euh, j'ai parlé plusieurs fois
d'émotions extrêmes ou de comportements extrêmes qui sont soit trop, soit pas assez, moi, mon rôle, c'est de recentrer au centre, de se dire, bah, en fait, quel est mon besoin d'aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai besoin de me reposer davantage, j'ai besoin de m'écouter davantage, ou au contraire, j'ai besoin de bouger, d'aller faire du sport, etc. Et arriver en fait à être pleinement dans le soi présent, pleinement à l'écoute de ses ressentis. Et une fois qu'on est à l'écoute de ses ressentis, en fait, on évite les extrêmes. Ou alors, quand on les atteint sur un jour ou deux, en fait, on rebifurque pour que ça ne dure pas dans le temps. Donc mon rôle, c'est ça. Mon rôle, c'est vraiment recentrer la personne sur l'instant présent. Donc concrètement, à la sophrologie, soyez pas étonnés si pendant une séance, on fait des mouvements, c'est le principe même. On cumule en fait des mouvements de respiration qui sont assez doux, donc c'est pas du sport, hein, c'est pas intensif, mais c'est des mouvements de respiration qui vont débloquer certains ressentis ou alors concentrer l'attention sur certaines zones du corps. Et après, une fois que la personne est en état de détente, bien-être, une fois qu'elle a levé toutes les barrières, on fait des visualisations en fait pour travailler là où il faut. Donc sur un protocole d'accompagnement, on peut par exemple démarrer par le stress, puis terminer par la confiance. On peut démarrer par instaurer le calme, puis finir par l'estime de soi, ou alors améliorer la qualité du sommeil. Et tout protocole est personnalisé en fonction de la personne. Mais Mais ton voilà, approche, enfin, bah, oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, je t'en prie, termine. moi, j'allais dire, en fait, l'objectif de la sophrologie, c'est que la personne trouve son propre rythme et je lui donne toutes les clés pour qu'elle les trouve, qu'elle prenne confiance en elle et qu'elle reparte totalement autonome. Ça, c'est aussi très important parce que les cas de récidive burn-out sont aussi très courants. Oui. Ouais. Et oui, parce qu'en fait, quand ton approche, toi, elle est globale, c'est-à-dire que tu vas pas forcément t'intéresser qu'à cette situation de stress, parce que finalement, la charge de travail de la personne, c'est pas toi qui la gères, tu n'es pas à la place de cette personne que tu prends en charge, mais c'est aussi l'aider finalement à retrouver un rythme de vie, un équilibre de vie. Sur tous les plans, quoi. C'est-à-dire à la fois, oui, voilà, trouble du sommeil, peut-être alimentation, les angoisses, l'émotion. En fait, il est très difficile, et d'ailleurs complètement illusoire, de couper l'un ou l'autre. Si la personne se sent mieux, elle s'alimentera beaucoup plus intuitivement et dormira autant qu'elle en a besoin. Et ça m'est déjà arrivé d'accompagner une personne et puis qu'une problématique sommeil se révèle à la 6e séance parce qu'elle a traversé un petit coup dur. Bah là, on va travailler le sommeil alors qu'initialement, on n'était pas parti. Enfin, elle avait un bon sommeil. Donc, effectivement, en fait, je prends la personne vraiment dans sa globalité et c'est pour ça qu'à la fin d'un accompagnement, la personne est totalement autonome parce qu'on n'aura pas travaillé un seul aspect. D'accord. Et alors, c'est quoi finalement le meilleur moment pour venir consulter, par exemple, une sophrologue, par exemple toi, quand on pressent, enfin voilà, quand on a l'impression, en tout cas, d'être atteint par un burn-out? Est-ce qu'il y a un bon moment? Franchement, j'ai envie de faire un mini sondage et de poser la question de dire à quel moment est-ce que vous pensez qu'il est opportun de consulter. Si vous avez des idées, il y a un petit décalage entre les commentaires et le moment où on les reçoit, mais si vous avez décidé, partagez-les. Ma réponse, elle va être une réponse de Normande. Je préviens. En fait, ce qui est très complexe avec le burn-out, on l'a dit tout à l'heure, c'est le problème de la poule et l'œuf. C'est qu'est-ce qui vient avant. Est-ce qu'il est possible de prévenir pour ne pas être tombé en burn-out, ou alors il faut d'abord passer par le burn-out pour ensuite en guérir. Euh, Si je veux donner une idée efficace, c'est au stade d'épuisement avant. C'est quand tu es trop fatigué, que ça atteint ton sommeil, mais que tu es dans le réservoir. Tu es dans le réservoir d'énergie. Parce que là, je peux totalement récupérer la personne et qu'elle ne passe pas par l'arrêt maladie, par exemple. Maintenant, si le cap arrêt est passé, euh, là, on travaillera plus sur chasser les tensions, récupération post-burnout, etc. Et souvent, ce sont du coup des repos de longue durée qui sont nécessaires pour que le corps se régénère. Et il D'accord. existe aussi la possibilité d'un accompagnement en sortie de burn-out pour reprendre confiance en soi, reprendre sa place dans une entreprise. Surtout qu'il peut y avoir des questionnements du style est-ce que je vais pouvoir assumer cet épisode? Et donc, des doutes, des craintes par rapport à ça qu'on peut aussi travailler. D'accord. Ok. Et alors, question que je pose volontairement, je me doute un petit peu de la réponse, mais est-ce que toi, tu peux guérir les gens d'un burn-out
en une certaine période ou finalement ça dépend de chaque personne, ça dépend de son état d'atteinte. Je ne suis pas à l'aise avec le mot guérir parce que je ne suis pas médecin, donc je ne prescris rien. Maintenant, je peux être d'une grande aide pour aider une personne à soit éviter, soit sortir de son burn-out parce qu'elle aura mon soutien moral pendant cette période-là. Et surtout, elle se rendra compte qu'en fait, elle a confiance en elle. En fait, en gros, je ne fais que solliciter des ressources déjà présentes chez la personne. D'accord. Donc, il Ok. suffit de prise de conscience. Euh, donc, comment dire, je peux garantir de mettre à disposition de la personne autant de moyens que nécessaire pour qu'elle puisse dépasser cet épisode-là. Maintenant, je ne prescrirai jamais de médicaments, c'est pas mon rôle. Et si un jour un sophrologue ou un thérapeute vous en prescrit, vous prenez la porte et vous courez parce que c'est pas du tout l'objet des consultations. D'accord. Ok. On a eu deux retours. Ah, hop. Alors, moi, je pense que je dois avoir un petit décalage dans les Ok. commentaires. Alors, on a eu Altercare qui a dit personnellement, je l'ai fait quand j'ai senti le moment, après l'avoir accepté, puis en ayant conscience d'avoir besoin d'une aide professionnelle. C'est Mm. possible. Si tu Oui, étais toi. c'est vraiment là où on voit l'importance de d'avoir conscience, hein, finalement, de il faut dépasser une certaine étape du déni et accepter d'être malade, en fait, finalement, hein. On a eu un deuxième retour quand on a l'impression que la tête et le corps ne répondent plus. En fait, encore une fois, le corps est tellement bien fait qu'il lance des indicateurs. Les indicateurs, bah, malheureusement, voilà, ils atteignent un stade où en fait c'est le grand phare, l'appel de phare. Euh, le véhicule s'arrête, se pose, et puis rechargement des batteries. Et au moment où il se sent rouler à nouveau, bah là, il peut faire appel à une aide professionnelle pour redémarrer, quoi. Donc, il y a Mm. pas. Je pense que le juste milieu, c'est quand la personne en ressent vraiment le besoin, pourvu qu'elle s'écoute. Ouais. Et par exemple, quelqu'un qui ne se serait pas écouté et particulièrement au fond du trou, enfin, tu vois, un arrêt maladie, peut-être par exemple suivi par un psychologue, un psychiatre, enfin peut-être sous médication. Est-ce que toi, c'est des gens dont tu peux t'occuper ou est-ce qu'il faut qu'ils aient un peu plus avancé, je dirais, Je peux m'en dans cette occuper. guérison-là? Ouais, Je peux m'en occuper pourvu qu'ils continuent leur médication avec leur psychiatre ou leur médecin. Je ouais, n'accepterai pas quelqu'un qui vient chez moi pour remplacer une aide médicale. Ce serait complètement contre-éthique. Par d'accord. contre, pour aider, parce que ça fait du bien, tu sais, je peux même faire une séance de sophrologie bien-être tout court. Tu en ressors comme après avoir fait une pause yoga où tu es bien détendu, sans forcément y poser un objectif de transformation. C'est aussi Hmm, complètement possible. Du coup, ce qui est très important dans ce cas-là, c'est vraiment continuer avec le médecin. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que beaucoup de sophrologues s'entourent aussi de médecins, qui soient généralistes, psychiatres, psychologues, parce qu'en fait, c'est tout un réseau et on travaille ensemble. oui, c'est des compétences complémentaires, hein, finalement. Ok. Donc toi, tu accompagnes aussi sur l'après, dans l'hypothèse où quelqu'un veut réintégrer son emploi ou a peut-être quitté son emploi et veut se relancer. Comment ça se passe? Comment tu travailles justement sur C'est ces J'adore, sujets? j'adore ces phases-là. Mhm. Disons que c'est là où je me dis, en fait, j'imagine une courbe où quand tu as un gros burn-out, tu as une grosse chute, et puis après, c'est l'encéphalogramme plat pendant une certaine période où la personne est en convalescence et très, très, très fatiguée, donc généralement peu d'activité. Et puis quand il y a à nouveau des élans de motivation et que la personne se réactive, et à nouveau envie de se remettre à chercher un emploi, ou alors peut-être envie de se lancer dans de tout nouveau projet, en fait, il y a de l'effervescence qui revient. Et là, mon rôle à ce moment-là, c'est de venir renforcer cet esprit-là d'effervescence, d'ébullition, de rappeler à la personne qu'en fait, elle a des ressources en elle, qu'elle avait déjà bossé avant, qu'elle était potentiellement très compétente dans ce qu'elle faisait, Ouais. donc pas qu'elle oublie.
et venir renforcer ça. Du coup, je suis sur des séances beaucoup plus déblocage, renforcement du positif, et puis on avance. Et ce qui est assez flagrant, c'est que les résultats sur cette deuxième phase-là sont rapides en fait. Il suffit de quelques déclics, il suffit de quelques réussites pour que ça reparte. Ouais, donc oui, c'est vrai que c'est assez satisfaisant, j'imagine. Ok, ça marche. Ben écoute, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui pressent ces signes-là, qui pressent les signes du burn-out? Euh, Ne pas les ignorer. Parce que j'ai lu une phrase très juste récemment qui m'a marquée et du coup je vous la partage. Ce qu'on réprime s'exprime. Hmm, Donc si aujourd'hui il y a quand même quelque chose qui titille, un sentiment de malaise, voire de mal-être, il faut le laisser s'exprimer. Euh, Même si la personne ne se sent pas encore comment dire, prête pour consulter un professionnel, en parler à son médecin généraliste à l'occasion, un confident, un proche, mais ne pas retenir ça pour soi, parce que je pense que c'est le meilleur moyen de réprimer, réprimer, réprimer jusqu'à malheureusement voilà, le jour du burn-out. Je me souviens que moi-même, avant, quand j'étais avocate dans ma vie d'avant, j'avais fait un petit bore-out, n'est-ce pas? Parce que je m'ennuyais. Voilà, bon, ça s'est quand même soldé par un arrêt maladie, preuve s'il en est que voilà, ça peut quand même faire des dégâts. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais été accompagnée par une psychologue qui avait eu cette phrase-là, parce que à l'époque, j'arrivais pas à accepter le fait de me mettre en arrêt maladie. J'avais l'impression vraiment de faire un sale coup au cabinet d'avocats enfin, dans lequel je travaillais. Donc, j'étais dans cette culpabilité-là qui m'empêchait de m'écouter, mais j'avais quand même consulté. Et je me souviens que cette psychologue avait eu cette phrase qui, pour le coup, vraiment déclenché un déclic de ma part. Elle m'avait dit, mais en fait, il faut que vous alliez mal jusqu'à quel point pour que ça justifie un arrêt maladie. Elle me l'avait vraiment posé, pas du tout sur un ton sarcastique, hein, c'était posé très simplement, c'est-à-dire, bon, là déjà, voilà, vous avez des crises de larmes, vous vous bloquez le dos, vous faites parfois des crises d'angoisse, etc. Vous considérez que ça ne justifie pas encore un arrêt maladie, enfin qu'en tout cas vous n'êtes pas encore assez mal pour arriver à cet extrême-là. Expliquez-moi jusqu'où il faut que ça aille. Et c'était très simple, c'était vraiment non-jugement. Et vraiment, ça m'a fait un énorme déclic où je me suis dit, oui, bon, en fait, c'est peut-être déjà un peu le moment. Oui. Et puis, bah, en fait, oui, surtout, ça te responsabilise finalement, toi, en tant qu'individu, de te dire, bah, je suis responsable de ma santé, je suis déjà témoin du fait que ça n'aille pas. Si je décide de continuer malgré tout, de ne pas m'écouter, en tout cas de ne pas mettre ma vie professionnelle sur pause, je choisis finalement de prendre le risque que ça aille encore plus mal et donc pour l'après, quel qu'il soit, que ce soit encore plus compliqué de remonter la pente. Mm. Et j'avais trouvé ça assez malin en Oui, fait comme formulation. oui. Et puis venant aussi d'un regard extérieur, parce que ça, c'est ce que le professionnel peut ramener, hein, c'est un regard totalement neutre. Et d'ailleurs, c'est l'un des points forts de la thérapie, c'est-à-dire que je ne connais pas la personne, je ne vis pas avec elle dans son environnement. Supposons, si c'était ta maman qui t'avait dit ça, à mon avis, tu aurais dit, bon, c'est bon, quoi. Mmh. Alors Oui, que non, mais là, c'est dit clair. par quelqu'un qui est voilà, expérimenté de façon posée, effectivement, ça peut créer des déclics. Voilà, du coup, ça sert à ça. D'accord. Bon. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour des questions pour le moment, mais surtout, si vous avez d'autres questions à poser à Sarah, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez bien évidemment la contacter directement sur son compte Instagram. Je pense elle se fera un plaisir de vous répondre. Sarah, tu confirmes? Oui, Et je te propose de clôturer ce live en nous disant un petit mot de ton actualité ou si tu souhaites partager le mot de la fin. Bah écoute, je pense que j'ai commencé par l'actualité. Donc, ça y est, je suis à 1000% lancée pour mon entreprise. Et sur 2022, je vais accélérer. Et en fait, jusque-là, donc je m'étais nichée sur le bien-être en entreprise. Je me spécialise en sophrologie en entreprise. Je vais démarrer donc les interventions en entreprise. Et en parallèle,
Je crois qu'on a compris que tu vas travailler en entreprise. Bah, c'est un milieu, c'est le milieu d'où je viens, disons. Et puis, plus globalement, tu vois, la relation au travail d'aujourd'hui, enfin, elle est juste passionnante à étudier et à observer. Et en parallèle, ce qui me passionne le plus, en fait, c'est le pouvoir du souffle et le pouvoir de la respiration pour transformer les individus. Et donc, je ne vais pas en dire plus, mais sur 2022, je vais vraiment approfondir et continuer à me former sur la puissance du souffle et de la respiration. J'ai D'accord. failli balancer le mot de ma prochaine pratique, mais rattrapé à la dernière. D'accord, très bien. Non, mais c'est bon, le teasing est efficace. Sachant que le rapport au travail, j'inclus les salariés, j'inclus aussi les entrepreneurs. Tout à l'heure, tu l'as parlé D'accord. de la burn-out des entrepreneurs, c'est aussi Oui, un tu sujet accompagnes aussi bien des salariés que des entrepreneurs. Oui, finalement, tout le monde travaille, donc oui. D'accord. Très bien. Bon, eh bien, merci beaucoup, Sarah, pour toutes ces explications. Et puis, je te dis à bientôt Oui, et merci à bonne toi, chance. Lucie. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Au Et revoir, bonne bonne soirée. soirée.